Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Au rang des invités, Teddy Fléau, secrétaire adjoint de la Ligue guadeloupéenne de football. Il fera un point précis évidemment sur les différents championnats, histoire de nous éclairer avant le terme de la 18e journée de Régional 1. Bonsoir Teddy Fléau. Bonsoir Richard, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10 et de C'est le foot. Je serai là pour vous éclairer, comme tu dis, allumer les lanternes. Merci infiniment. Deuxième invité, Jude Nonon, président du Moule Football K, un concept qui vise à voir le football d'une autre manière, n'est-ce pas Jude ? N'est-ce pas? Oui, exactement. Bonsoir à toute la Guadeloupe, bonsoir à C'est le foot. Oui, c'est une façon d'autre de voir le foot. Développement de tout cela d'ici quelques instants avec vous. Et justement, pour rester dans le tempo, le tempo de la compagnie, j'ai demandé à Jean-Baptiste Ogassion, qui désormais assure les commentaires des différents matchs avec moi, d'être présent. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Richard, bonsoir chers téléspectateurs. Et puis en visio, évidemment, nous prenons la direction de la Guyane. La Guyane, tout simplement parce que nous allons rencontrer le secrétaire général de la Ligue de la Guyane, la Ligue de football de la Guyane, qui a pour nom Antoine Nelson. Bonsoir. Bonsoir aux amis guadeloupéens, bonsoir à C'est le foot. Merci de votre présence justement dans cette émission, à savoir C'est le foot. La nouvelle est tombée dimanche dernier au cours de votre assemblée générale. Eh bien, vous avez décidé d'arrêter le championnat, qui visiblement n'était pas à son terme. Peut-on en savoir pourquoi ? Oui, tout simplement parce que nous avons des échéances concernant la sélection de football de Guyane. Alors, si vous me permettez, je vais faire une genèse de la situation. C'est que nous avons commencé nos compétitions tardivement par rapport à la situation sanitaire. Oui. Il faut savoir que nous avons commencé nos compétitions par la Coupe de France au mois d'octobre. Donc le championnat a commencé pratiquement à la fin du mois d'octobre. Ensuite, il faut tenir compte de cette crise sanitaire. Nous avons eu cette saison une météo très pluvieuse qui a engendré également la fermeture de nos terrains de football. Il faut savoir que la mise en place du protocole sanitaire a engendré la fermeture des infrastructures sportives. Donc nous savions très bien, puisque nous savons que la saison doit se terminer le 30 juin, nous savions que là, actuellement, les équipes n'ont pas le même nombre de matchs joués. Donc, nous avons dû faire une assemblée générale, donc extraordinaire, pour pouvoir valider donc, cette fin de championnat de la Régionale 1, donc qui se termine le 31 mai. Et en ce qui concerne la Régionale 2, il faut savoir que la saison va se terminer donc le 18 juin. Donc tout simplement, nous avons appliqué donc le coefficient, c'est-à-dire le nombre de points gagnés par rapport au nombre de matchs joués pour pouvoir déterminer, pour pouvoir tout simplement faire un classement. Voilà. Donc à l'issue de cette saison, donc, il faut savoir qu'il n'y aura pas de relégation de la Régionale 1. Donc, il n'y aura que des accessions en Régionale 1. Donc, l'année prochaine, nous allons évoluer avec 2 poules de 10 clubs en Régionale 1 et 2 poules en Régionale 2. Alors, les clubs, justement, mais qu'est-ce qu'ils en pensent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Alors justement, on les a consultés puisque c'était une situation exceptionnelle. Je vous rappelle que c'est une situation due à la crise sanitaire, à la météo. Donc nous avions été obligés donc de consulter nos clubs. Donc c'est ce que nous avons fait en assemblée. Et c'est cette proposition, en fin de compte, qui a été retenue par les clubs. En fait, nous avons fait 5 propositions. Celle qui a été retenue
enfin, nous avons fait 3 propositions. Au cours de l'Assemblée, il y a une proposition donc, qui a été améliorée, qui a été proposée au club, donc qui a été mise au vote. Et la proposition donc, qui a été retenue, c'est tout simplement, compte tenu que nous ne pouvons pas aller jusqu'à la fin du championnat, eh bien, il n'y aura pas de relégation en fin de saison 2021-2022. Il y aura tout simplement que des accessions de la part des clubs de Régional 2. Donc l'année prochaine, nous allons évoluer avec deux poules de 10 clubs, en sachant qu'à l'issue de la saison 2022-2023, nous aurons quand même 4 relégations dans chaque poule de Régional 1. Donc, quand je regarde le classement, c'est vrai, des 2 poules, je me rends compte que la SET Matoury, par exemple, dans le groupe A, occupe la première place. Et puis juste derrière, on a la S Caraïbes. Donc, on ne peut pas établir de classement, c'est bien ce que vous disiez. Oui, mais il faut savoir quand même que nous devons participer à la Coupe Vive avec nos amis martiniquais et guadeloupéens. Donc, la Ligue anti-Guyane de football, nous avons décidé donc, de poursuivre cette compétition. Donc, nous devons quand même de définir nos 4 meilleures équipes. Donc, les 2 premiers de chaque poule vont jouer les phases qualificatives de la poule de la Coupe Vive 2022. Alors, les 4 premières équipes, nous sommes bien d'accord. Oui, c'est bien ça. Les 2 premiers de chaque poule. À savoir, par exemple, dans le groupe A, les 2 que j'ai cités dans le groupe A, et puis dans le groupe B, il y aura le Geldar de Kourou avec l'US Matoury. Oui, tout à fait. Mais vous savez, si vous permettez, j'attends que la commission sportive entérine tout cela, qu'on vérifie les statuts de l'arbitrage, qu'on vérifie donc la politique des jeunes. On va entériner tout ça. Et donc, les 2 premières équipes donc, de régional 1, donc de chaque poule, seront qualifiées pour la Coupe Vive 2022 qui se jouera normalement au mois de septembre. Alors, pour l'heure, vous n'avez discuté jusqu'à présent aucun match concernant la Coupe Vive? Oui, effectivement, on n'a pas encore joué les phases régionales donc de la poule vive, mais il faut savoir que va se jouer à la fin du mois de juin la phase interrégionale donc de la poule vive en Martinique. Les matchs auront lieu le 30 juin et le 2 juillet. Et notre représentant sera le Geldar de Kourou. Et vous allez... Parce que je rappelle que cette phase interrégionale devait se dérouler au mois de décembre en Martinique. Là, je parle de la Coupe Vive 2021. Donc, comme nous avons quand même donc, un sponsor, donc nous devions d'aller jusqu'au bout de la manifestation. Donc, cette manifestation, donc Coupe Vive 2021, aura lieu en Martinique. Pour revenir un petit peu à votre championnat, est-ce que vous allez garder la même formule avec les 2 poules? Comment ça va se passer pour vous concrètement? Alors donc pour la saison 2022-2023, donc nous aurons 2 poules de 10 clubs en Régional 1 et 2 poules en Régional 2. Ensuite, à l'issue de cette saison, nous aurons 4 relégations dans chaque poule de Régional 1 et nous aurons 2 accessions en Régional 2. Pour qu'au début de la saison 2023-2024, nous ayons une Régional 1 à 14 clubs. D'accord. Voilà. Eh bien, c'est parfait, Monsieur Nelson. Merci pour toutes ces précisions que vous nous avez données concernant d'ailleurs le championnat en Guyane, le championnat de football en Guyane. Il faut dire qu'il y a eu nous avons reçu beaucoup d'appels, des gens qui voulaient absolument que nous nous intéressions un petit peu à ce qui se passe en Guyane, ce qui est tout à fait normal. Merci en tout cas pour ces informations. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Mais ça doit vous inspirer un peu, franchement, Teddy Fléau, ce qui se passe en Guyane, non? Oui, inspiré peut-être pas, c'est-à-dire que nous avons vécu cette période, c'est-à-dire que nous avons connu ça en Guadeloupe, nous avons fait nos assemblées générales de fin de saison dernière, je
quoi avec ce que vous avez connu l'arrêt des compétitions, ce qu'il vit aujourd'hui, Oui. Et qui nous a permis d'ajuster assez rapidement. Au mois de mai 2021. Voilà. Le 19 mai. Voilà, tout à fait. L'arrêt des compétitions, on a connu ça, nous, déjà. Alors, le Covid étant décalé sur les territoires, peut-être que c'est leur cas aujourd'hui. Ils ont rajouté des intempéries. Mais nous, on a connu cette situation. Et on a connu surtout 2 assemblées générales pour cette saison 2021-2022 pour adapter nos formats de compétition pour éviter une nouvelle fois. Alors, on ne présageait de rien puisqu'on ne maîtrisait pas la situation sanitaire, mais on savait qu'on nous avait donné le feu vert comme en Guyane pour redémarrer au mois de novembre. Et nous avons adapté nos premiers règlements qui avaient été validés au juin 2021, au mois de novembre, avec les présidents de club, pour présenter des formats qui avaient donné toutes leurs chances d'arriver au bout. Et aujourd'hui, on y arrive. Et on espère que rien ne va nous arrêter avant le 30 juin pour terminer l'ensemble de nos compétitions. Alors, j'ai envie de dire transition toute trouvée pour parler d'ailleurs de cette formule, puisque ça grogne, ça il faut le dire. On entend souvent, ici ou là, quelques réflexions concernant déjà cette formule avec les deux groupes. Donnez-nous des précisions, parlez-nous un peu justement de ce championnat de Régional 1. Alors, le championnat de Régional 1, malgré les grognements, arrive quand même à son terme. Et puis, nous avons... 18e journée le week-end prochain. 18e journée le week-end prochain. Nous avions 2 poules de 10. Alors, la situation de la Guyane aujourd'hui, c'est-à-dire que lors de l'arrêt des compétitions, nous avons fait la même démarche, donc réduire le nombre de descentes, garder le nombre d'accessions, et qui nous a fait que nous avions 2 poules, 20 équipes, dont le CERFA. Et donc nous avons fait un tirage au sort et nous avons établi 2 poules de 10. 2 poules de 10. À l'époque, le championnat en juin 2021 aurait dû donc avoir une saison normale. Donc nous avions proposé un format du type match aller-retour. Pour avoir le nombre de matchs nécessaires. Mais il s'avérait que le Covid passant par là, nous n'avons pas pu reprendre immédiatement et on a attendu les autorisations préfectorales pour une reprise au novembre 2021. Donc on en discutait tout à l'heure avec Jude. Les personnes en charge du calendrier nous ont donné le nombre de week-ends, donc un calcul précis. Et nous avons proposé, on s'est adapté à ça. De toute façon, ils font partie du groupe de travail sur les règlements et sur le format des compétitions. Donc nous avons adapté pour l'ensemble de nos compétitions, pas que pour les seniors, pas que pour la R1, des formats qui nous permettraient d'atteindre un terme avec un classement définitif et des formules qui permettraient des accessions et des descentes en respectant l'équité sportive. D'accord. Nous arrivons au terme du championnat, ça va être la 18e. Donc, qu'est-ce qui va se passer au terme de ce championnat? Ce qui va se passer, alors, ce sont des règles établies depuis novembre 2021, mais je vais juste peut-être les éclaircir. Donc, 2 poules de 10. Oui. Il y aura donc 2 premiers de chacune des poules A et B qui seront qualifiés pour ce qu'on appelle des play-offs. Play-offs pour le titre de champion de la Guadeloupe. Le premier, le vainqueur de ce play-off sera champion, le finaliste sera vice-champion et il y aura la petite finale, le vainqueur sera 3e et le perdant sera 4e, puisque comme l'a dit Antoine tout à l'heure, Nelson, nous avons les accessites pour la Ligue anti-football qui sont les 4 premières places de notre championnat. Oui. Donc une formule croisée, bien sûr, le premier rencontre le second, tout ce qu'il y a de plus basique, avec une priorité pour celui qui a été premier, donc il recevra au match retour, parce que c'est aller-retour, les demi-finales. Donc le premier recevra au match retour, donc le second reçoit au match aller, sachant qu'au match retour, on peut avoir une égalité entre les équipes. Et donc, qui veut dire prolongation, qui veut dire tir au but. C'est préférable d'être chez soi dans ce genre de situation sportivement sur le terrain. Donc, l'avantage de terminer premier de la poule, il y a quand même un avantage de terminer premier de sa poule à aujourd'hui, donc sur ces dernières journées. Donc, il faut que les équipes aillent jusqu'au bout. Voilà ce que je pouvais dire sur la Régionale 1 et les playoffs. Oui. Maintenant, pour les play-down,
Oui. Donc, nous avons 2 poules de 10. Le dernier descend automatiquement en Régional 2. Donc, ceux qui finiront 10e de la poule, hors CERFA, puisque le CERFA est une équipe invitée, ne peut pas ni accéder aux playoffs, ni être relégué. Et donc, il y aura un play-down de relégation cette fois-ci, qui aura lieu entre le 8e, et le 9e. Et le 9e de chacune des poules. Hors CERFA toujours. D'accord. Donc, là aussi, pareil, chassé croisé. Le 8e étant mieux classé rencontre le 9e et reçoit au match retour. Et puis, il y aura une finale. Et dans ce mini-championnat, on va dire play-down de relégation, seul le vainqueur sauve sa tête. Les 3 autres équipes descendent en Régional 2. Parfait. Donc, toujours pour revenir justement à cette date fatidique, savoir le week-end prochain, forcément ça va être la 18e journée. Et puis, ce sera à compter de quelle date que l'on va rentrer véritablement en ce qui concerne les playoffs. Alors, exactement pareil comme nos amis martiniquais et guadeloupéens, nous avons la chance d'évoluer sur la scène internationale grâce à la CONCACAF. Nous sommes ambivalents. Et nous avons, nous, la Guadeloupe, réussi un beau parcours, même si nous étions en Ligue C, et nous avons accédé à la Ligue B. Et bon, de ce fait, la Guadeloupe a des matchs internationaux à réaliser contre Cuba, Antigua, Barbados, et puis, je ne suis pas tout en tête, mais ça commence, c'est une session de 4 matchs qui commence dès le début du mois de juin, du 2 juin au 12 juin, avec des déplacements, des matchs à domicile, donc de belles choses à venir pour la Guadeloupe, pour sa sélection. Et bien sûr, pour participer à ce genre de compétition, il faut se préparer. Un minimum. On a commencé avec le déplacement que nous avons fait en métropole, avec les 2 matchs contre Cap-Vert et la Martinique. Et nous allons continuer cette préparation à partir du 23 mai. Donc il a fallu aussi, puisque le domaine calendaire, c'est tous ces aspects-là, il a fallu aussi s'adapter à cette situation. Donc à partir du 21, là, la dernière journée, les joueurs élites de la R1 sont réservés à la sélection. Donc on reprendra les playoffs qu'après cette phase. Donc, le 15 juin. D'accord. Alors, Ce qui après nous cette laisse phase, le temps. c'est-à-dire vers la fin du mois de juin. Mi-juin. Non, la fin du mois de juin. Je rappelle encore ce qu'Antoine a dit. Donc, nous sommes concernés aussi. Nous avons un représentant qui est le CSM, donc CSM qui ira à la Coupe Vive 2021 en Martinique. Donc mi-juin, les playoffs auront lieu, ce qui nous laisse le temps de valider les classements de manière réglementaire, puisqu'il y a un délai réglementaire pour la validation des classements, traiter les litiges et définir les qualifiés et positionner les matchs. Il reste 3 matchs en réalité à chacune des équipes. Demi-finale, aller-retour et finale. Et petite finale. Alors Jean-Baptiste, peut-être une question à Teddy Fléau. Oui, ce que je trouve reporter les playoffs, c'est long pour les équipes qui sont en liste. Alors, parce que rester pratiquement 2 semaines, ça fait 2 semaines sans jouer, c'est 3 semaines sans jouer. 3 semaines sans jouer. 5 semaines sans jouer des matchs officiels. Après, c'est une organisation. Alors, c'est-à-dire que la première des choses pour nous, ce qui a compté, c'est d'abord de préserver, je reprends mon mot, à l'équité sportive. C'est-à-dire qu'il y a des clubs où il y a 4-5 sélectionnés et il ne serait pas concevable de jouer les playoffs durant la période où la sélection part et de pénaliser ces clubs-là. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que calendairement, il aurait été difficile pour nous de jouer les playoffs avant la préparation, puisque pour homologuer des rencontres, il y a un délai minimum à respecter, donc qui est de 15 jours. On peut faire le forcing, mais c'est un peu compliqué quand on peut avoir des litiges en cours, des choses qui peuvent faire en sorte que ça puisse freiner le fait que nous passions à une autre phase. Donc on n'a pas pris ce risque-là. Et troisième point, c'est qu'en termes de calendrier, vu les matchs en retard que nous avions par rapport à la représentation de l'AS Gosier, par exemple, en Champions League CONCACAF, on n'arriverait pas à caler les journées pour arriver à finaliser les playoffs. C'est-à-dire qu'il faut jouer les 2 dernières journées pour garder l'équité entre les clubs en même temps, c'est la règle, et on n'arrivait pas à placer les matchs sans que les matchs en retard de certains clubs avant le 14 et le 21, comme on l'a fait aujourd'hui. C'est pour ça que le week-end du 7 a été un week-end de rattrapage. D'accord. Je sais que vous recevez des directives
émanant de la fédération française de football. Les compétitions, vous devez aller jusqu'à quelle date? 30 juin chaque année. Hein. Est-ce que vous pensez pour le 30 juin, vous aurez terminé quasiment toutes les compétitions? Oui, on aura terminé les playoffs, on aura terminé les playdowns. En ce qui concerne les seniors, on aura terminé la régionale 2, on aura terminé la régionale 3. Et on essaye de trouver le championnat des jeunes, la compétition des jeunes qui se déroule aujourd'hui. On voulait récompenser ces jeunes-là pour leur abnégation et préparer des finalités. Donc on est en train de vérifier si cela est possible sans trop empiéter sur la période d'examen. Mais je pense que ça va être fait, ça va être possible pour les finalités U16, U18. Et donc pour le championnat féminin c'est terminé, il manque encore peut-être une journée, les U16 aussi, on finit ce week-end, les U16 féminines. Le futsal a repris et finira avant le 30 juin, hein, c'est la compétition qu'ils ont établie pour redémarrer, parce que le principe c'est de redémarrer le football, remettre les jeunes en activité, remettre les dirigeants aussi en activité pour préparer une superbe saison 2022-2023. Donc on est optimiste sur la fin de toutes nos compétitions à la Ligue guadeloupéenne de football. Après, on ne maîtrise pas tout, on ne maîtrise pas si une situation sanitaire se dégrade subitement, un nouveau virus, il y a eu plusieurs types de virus depuis le début, ou encore des intempéries qui nous empêcheraient de réaliser les rencontres comme on a eu le week-end du samedi 30 avril. Donc il peut y avoir des choses un peu plus importantes et qui empêchent que les matchs puissent se jouer. Alors, j'imagine que vous aurez un travail considérable au terme de la 18e journée, puisque vous l'avez dit, il va falloir mettre à plat quasiment tous les litiges, c'est sûr. Il y a une question que je voulais quand même vous poser. Est-ce que vous pensez que ça ne force pas un peu le championnat lorsque, par exemple, il y a des clubs qui se déclarent forfait dans un championnat comme le nôtre, par exemple? Oui. La réponse est simple, hein. Oui. On ne peut pas jouer dans l'élite du football, à quelque région que ce soit, hein, et déclarer forfait pour des raisons qui aujourd'hui n'ont pas été justifiées, en tout cas pas à ma connaissance. Je n'ai pas eu la justification de ce forfait anticipé, programmé. Mais oui, ça force le championnat, puisque un forfait anticipé, programmé, c'est une victoire pour l'adversaire d'un nombre de points de but. Tout est visible qu'il y avait à avoir une iniquité dans cette décision de forfait déclaré. Hein. On n'est pas sur un forfait, j'ai loupé le bus, ou j'ai pas pu arriver, ou j'avais pas le nombre de joueurs suffisant. Oui. Sur un forfait volontairement déclaré, c'est un choix du club, mais on ne joue pas dans l'élite du football. Non, pour déclarer forfait, on fait ça peut-être en R3. Même en R3 aujourd'hui, on n'a pas eu de forfait, ni en R2. Alors, quelle sanction? Bon, mais d'accord, il y a une sanction financière, obligatoirement. Oui, une sanction financière, une sanction de points, hein, puisque quand on perd un forfait, on est à 0. Oui. Bon, ouais. Après, non, on n'a pas, dans le cadre réglementaire du football, c'est quelque chose de possible, on peut déclarer forfait. Donc, c'est-à-dire que, la question que vous m'avez posée, c'est est-ce que ça pose un problème d'équité en réalité? Ben oui, je dis oui. Ça. Mais on ne peut pas empêcher, on peut pas l'empêcher, on ne peut pas le contraindre plus qu'il n'est possible dans les règlements. Donc c'est un choix délibéré. Jude, justement, je vous vois vous qui regardez religieusement Teddy Fleiro, j'imagine que vous avez une question à lui poser. Oui, parce que quand il dit on ne peut pas sanctionner plus que 2 doigts, mais n'empêche que ça force aussi le championnat. Ben oui, parce que peut-être ce jour-là, le CSM, pour ne pas le citer, aurait peut-être pu gagner 11-0, 12-0. Et on sait très bien justement, disons, le goal average, à quel point que c'est important. Très important, justement, dans cette fin de championnat qui est très, très disputée. Et je vous dis, je ne parle pas en tant que Moulien, je parle en tant que Guadeloupéen, en tant qu'amoureux du football depuis le ventre de ma mère. Je vais vous dire, et Michael Germain
va l'approuver quand vous le verrez. Je l'ai félicité quand il a gagné le CSM 3-1 parce que je lui ai dit on ne peut pas être troisième du championnat de la Caraïbe et ne pas prouver qu'on méritait cette place. Donc moi j'aurais préféré que ce soit le CSM qui gagne en tant que Moulien. Mais il a démontré qu'il était un bon coach et qu'il a mérité sa troisième place en Caraïbes. Donc le championnat étant très serré, l'AS Gosier qui gagne le CSM, ça devient très, très chaud pour le CSM. Et en tant que Moulien, je n'aime pas trop cet adjectif fanatique. Mais bon, c'est une référence, le CSM, en Guadeloupe, dans la Caraïbe et même en France. Donc, on a battu Blois, il ne faut pas l'oublier. Deuxième division, ok. Donc, le CSM travaille énormément, Richard Albert travaille énormément. Et sortir comme ça, c'est pas noble. C'est pas noble, c'est pas bien. Ben, c'est peut-être la formule de ce championnat qui veut ça, hein, Teddy Fléau. Non, là, ça n'a rien à voir avec la formule. Oui. Le championnat serait dans une poule unique de 14. Le CSM aurait joué ces deux dernières journées contre le club. Et le club OFF Forfait aurait donné exactement la même chose. Ce n'est pas le format. Le format n'agit pas là-dessus. Non. Alors, justement, quand on parle de format, est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée pour la saison à venir ? Est-ce que vous allez garder la même formule ou vous allez peut-être l'améliorer ou peut-être la changer, carrément revenir à 14 ? Alors, pour être clair, la première chose, c'est que les formules, on y réfléchit, mais on est contraint. On a un cadre, qui est le cadre fédéral, qui fait que les poules de ligue, d'élite, de ligue ou régionale 2 ou 3, ont un nombre minimum et maximum de clubs pour la constituer. Donc 8 pour le minimum, 14 pour le maximum. Voilà. Ça, c'est le premier point. Quand on a compris ça, on comprend pourquoi nous, on met des formules. On ne met pas des formules pour le plaisir de mettre des formules. On aurait voulu faire un championnat à 20, comme la Ligue 1, mais on ne peut pas. On peut pas. Donc, à partir de ce postulat, nous, on propose des formules. Sachant qu'on a un deuxième postulat qui s'est imposé à nous aussi, c'est que la Fédération française, comme l'a dit Antoine, nous impose aussi de revenir à une situation traditionnelle. C'est-à-dire que dans l'élite, il y a 14 maximum. Là, on est 20. Donc, on fait 2 poules. Bon. Mais on doit revenir à la situation initiale, puisqu'on est comme ça, puisqu'on a décidé de ne pas faire descendre des équipes et de faire descendre moins d'équipes et de faire monter les équipes qui devaient monter. Donc, on a validé depuis l'Assemblée générale du mois de juin 2021 avec les présidents de club, normalement ils sont tous au courant, ils doivent faire descendre l'information. On a validé ce principe du lissage pour éviter ce que la Guyane est en train de faire cette année, 8 descentes l'année prochaine. Donc nous, on a, pour calculer correctement cette année, 5 descentes, 2 automatiques dans la poule, les 3 qui ne gagneront pas les play-down de relégation, ça fait 5. D'accord ? Et il y aura 3 accessions dans la poule régionale 2, play-off. Donc il y a 3 équipes qui remontent. Donc si on prend la base, 20, moins 5, 15, plus 3 qui montent, 18. Oui. On sera 18 l'année prochaine. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on sera obligé de faire 2 poules de 9. On sera obligé. On l'a déjà présenté au président. Je vous fais une présentation, mais c'est déjà validé. Donc, on sera à 2 poules de 9. Oui, parce qu'il était question à un moment donné, c'est-à-dire quand on a essayé, vous au niveau de la Ligue, quand vous avez expérimenté ces 2 poules, c'était pour prendre un peu... disons, le ressenti des clubs. Et c'est vrai, au départ, tout le monde l'appréciait, disons, cette formule. On disait que c'était l'idéal. Mais ça commence justement, Non, parce que la formule est différente. Oui. Sur les 2 années qu'on a vécues, les formules sont différentes. L'année N-2, on a fait une formule de poule, mais on avait un play-off et un play-down. On avait une vraie première phase et un vrai play-off et play-down où les équipes se rencontraient en 2 poules uniques de 8
et de 9, ce qui va se passer en 2022-2023. Donc vous aurez peut-être de meilleurs ressentis en fin de saison prochaine. Là, on a fait deux poules et on qualifie les deux. Donc c'est vrai que tout le monde ne s'est pas rencontré. On pourrait dire qu'il y a une poule plus forte qu'une autre, que le 3e, 4e d'une poule serait peut-être meilleur que le premier et le 2e. Bon, c'est des éléments qui aujourd'hui, oui, sont factuels et concrets, mais sur lesquels on ne pouvait pas faire autrement par rapport au nombre de week-ends. C'est mathématique, il y a 52 week-ends dans une année, vous enlevez les 2 mois, et là on nous fait démarrer en décembre, donc on a 2 week-ends pour jouer. Donc ça va être 2 poules de combien? 2 poules de combien? 2 poules de 9. Mais là, on reviendra au système prévu au préalable, play-off, play-down, avec une poule unique de 8, où les résultats réalisés lors de la première phase seront conservés, et les 8 équipes vont se rencontrer. Les équipes qui n'ont pas joué entre elles vont se rencontrer en aller-retour. La première phase sera aussi en aller-retour. Là, on parle d'une saison pleine, donc on aura 24 matchs pleins et tout le monde sera content, comme au préalable. Ensuite, on a les play-down, pareil, ils vont se rencontrer en zone de relégation. Il y aura donc 10 équipes. Et là aussi, aller-retour contre les équipes qu'on n'a pas jouées en première phase. Et là, ensuite, par la suite, il y aura 5 descentes. C'est pour ça qu'on lisse, c'est-à-dire on en fait 5 cette année, 5 l'année prochaine, et on a lissé. On n'a pas fait comme la Guyane ne peut pas faire autrement parce qu'elle est obligée de revenir à la situation normale. Elle en fait 8 d'un coup. Et là aussi, ça aurait plus crisé au niveau des clubs qu'autre chose. Donc on a lissé les relégations pour revenir dès 2023-2024 à 14 plus 1, puisqu'on a une équipe invitée qui est le CFA. 2023-2024. Oui, 2023-2024. D'accord. Donc, 14 plus vous anticipez, hein, c'est-à-dire que vous réfléchissez déjà sur la saison à venir, quoi. Non, c'est même ce que je dis est déjà validé. Hein. C'est déjà validé. D'accord. Ce que je vous dis là, c'est ce qui va se passer. Il n'y aura pas une assemblée générale qui va discuter de ça. On va présenter. D'accord. Puisque l'assemblée générale l'a déjà validé. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la parité ne sera peut-être pas de rigueur? Quand je parle de parité, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas une poule qui sera un petit peu plus forte que l'autre? Oui. Alors nous, on essaie de diminuer les conséquences du sort. Bon, on ne peut pas faire... c'est-à-dire qu'il y a 2 poules. S'il y en avait plusieurs, on aurait pu... on fait des têtes de série. Oui. Donc on précise, on fait des têtes de série. Les 4 premiers sont têtes de série, mais les 4 premiers têtes de série, ça veut dire au minimum 2-2. Au moins les 4 ne se retrouvent pas dans la même poule. C'est l'avantage de têtes de série. Mais ça veut dire que sur les 4, il y aura 2 dans une poule et 2 dans une autre. Ensuite, on passe à la deuxième phase. On fait aussi, en fonction du classement précédent, des chapeaux, mais on n'a que 2 poules. Donc nécessairement, à un moment ou un autre, voilà. Et on essaye de faire au mieux, mais le sort, c'est le sort. Jean-Baptiste. Oui, parlant de revenir au résultat acquis lors de la première. Donc c'est valable pour la R1 que pour la R2. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en R2. Mais par contre, je peux reprendre le calcul des points concernant pour la phase 2, pour les play-down. Justement, parce qu'il y a des équipes qui avaient déjà peut-être 25-30 points et qui se retrouvent avec 15-16 points. C'est parce que c'est les résultats conservés, que ce soit pour le play-off, que ce soit pour le play-down, ils peuvent pas. C'est des résultats qui sont conservés contre les équipes qui sont qualifiées dans la poule dans laquelle vous êtes. Si c'est là, il y a eu 2 poules. Si les 6 autres équipes, sur lesquelles, alors on va rester sur les play-offs. Vous avez joué, les 6 équipes sont qualifiées avec vous. Donc on conserve tous les résultats que vous avez faits contre eux. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'il faut jouer tous les matchs. L'avantage de cette version-là, c'est qu'il faut jouer tous les matchs. Même quand on n'est pas qualifié ou qu'on pense qu'il faut jouer tous les matchs parce qu'on ne connaît pas le classement final. Le classement final, du moins le classement intermédiaire, qui va permettre de déterminer le classement final. Ça veut dire qu'on ne sait pas si cette équipe-là sera dans ma poule basse ou poule haute, donc il faut que je joue. Il faut que je joue, même si dans le classement, j'ai l'impression que je ne serai pas dans les 6 premiers. Mais si l'équipe qui est là va dans ma poule, même si je suis 12e, il faut jouer. Et ça aurait évité ce genre ça évite ce genre de forfaits en première phase, par exemple, quand on est sûr de ne pas être qualifié, parce qu'on sait que le résultat il va compter, il va être gardé pour la deuxième phase. Donc
Parce Voilà que l'avantage. C'est compliqué. Oui, parce c'est que- compliqué, mais c'est la seule manière de garder une certaine fluidité. Parce que normalement, le championnat, c'est une poule, c'est des matchs aller-retour, c'est un championnat, quoi. C'est pas. Au football, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est sur la longueur qu'on décide le champion. Donc, si on arrête, on ne prend pas les résultats, ça veut dire que c'est un nouveau championnat. Il est cassé, mais oui, il est cassé. Puisque si j'arrête et on prend les 8 premiers, on recommence. Bon, ben oui, mais et je joue. En plus, ça veut dire que je jouais 4 fois contre la même équipe, ce qui n'est pas un championnat non plus. Mais les résultats que vous avez dans votre championnat doivent servir à déterminer si vous avez tout le long de l'année été la meilleure équipe. C'est tout. de mémoire, quand on regarde bien, des équipes, ma foi, qui ont terminé la saison, je dirais, amoindries en termes de résultats et de performances. La saison d'après, finalement, ces équipes-là se retrouvent quasiment dans la même situation. Quand on regarde bien, statistiquement. C'est lycée. C'est lycée. Voilà, c'est lycée. Aujourd'hui, il y a des équipes structurées qu'on retrouve toujours dans le haut du tableau, quelle que soit la formule d'ailleurs. On a bien constaté que les formules n'ont pas créé de révolution dans notre microcosme du football, sauf les accidents que l'on connaît. Mais ce n'est pas la formule, là. D'accord. La formule aujourd'hui permet de sortir vraiment les meilleurs. C'est l'objectif quand nous faisons le championnat, c'est qu'on ait le meilleur qui nous représente et que les moins bons soient remplacés par d'autres qui arrivent. Et voilà. Si on faisait des formules où, par exemple, je reprends, si on arrête la première phase et qu'on redémarre la seconde, ça veut dire qu'on remet tout le monde sur le même pied d'égalité. Moi, j'étais 4e, je repars à 0. Bon, là, je me prépare pour les dernières journées et je vais taper tout le monde. Par contre, mes résultats en première phase n'ont pas été impactés. C'est pour ça qu'on les garde. Oui, en tout cas, c'est bien ce que disait Jean-Baptiste. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. À 20, on ne peut pas faire mieux. À 19 aussi, à 18 aussi, on ne peut pas faire mieux. Lorsque ce sera à 14, les résultats de septembre ou d'octobre vont compter à juin. Oui, parce que, je le dis, bon, actuellement, il y a un championnat. Il y a un championnat avec deux groupes, d'accord. Premier, deuxième, troisième, quatrième. On arrive, disons, en fin de championnat et on doit passer dans la phase des playoffs. Les équipes qui sont peut-être deuxième aujourd'hui, forcément, ne le seront peut-être pas lorsqu'on arrivera dans la phase des playoffs. Sur la formule où on se regroupe à 8. Oui, parce qu'il va déjà il y a le nombre de points qui compte. Il y a le nombre de points qui compte, et aussi il y a la formule de litige, il y a aussi la réflexion qu'on doit porter sur les litiges. Donc ça fait énormément de choses. Ça fait énormément de choses. C'est vrai qu'une équipe deuxième aujourd'hui dans la formule qui sera présentée en 2022-2023, si elle a perdu, elle est quand même deuxième, mais qu'elle a perdu, elle a gagné que les 5 autres équipes du bas de tableau et qu'elle a perdu contre les 3 autres équipes qui seront avec elle en poule haute, elle part avec un déficit. Mais pour être les meilleurs, il faut battre les meilleurs. C'est du foot. Voilà. La Coupe Vive, qu'est-ce qu'on en dit? La Coupe Vive? Oui. Celle qui va arriver là? Celle qui va arriver? Le CSM est qualifié. Oui, là, déjà. Pour... le CSM est déjà qualifié, il va nous représenter, on l'espère dignement, lors du tournoi final en Martinique avec 2 clubs de la Martinique et un club de Guyane. Bon, je sais pas, Guyane, il a dit le nom tout à l'heure. Oui. Il y a le club franciscain Aiglon pour la Martinique et Golden Gérald Leroux, voilà, Voilà. et le CSM. Alors oui, on va revenir sur ce que disait Jean-Baptiste. On espère quand même que le CSM sera en play-off. C'est pas fini, il faut continuer. On fait confiance à Richard pour préparer ses zouaves, même s'il n'est pas en play-off. Il y a des matchs amicaux, il y a des choses à pouvoir mettre en place. C'est à l'entraîneur de s'organiser pour être prêt. On va revenir justement au championnat. On va continuer à parler justement du championnat de Régional 1. D'abord, je vais vous présenter les résultats. Concernant d'abord la poule A, vous allez voir tous les résultats, 17e journée évidemment. Eh bien, si le Sporting et le Stade Lamantinois n'ont pu se départager score de parité 1 partout, l'Étoile qui a battu la Jeunesse Évolution 1-0. En déplacement, la Restar qui a pris le meilleur aux dépens de l'Amicale de Marigal en 3-1. 1-0
pour la Juventus de Saint-Anne en déplacement face à l'Arsenal. Et puis la Gauloise qui a battu le Phare de Petit Canal sur le score de 2-1. Dans la poule B, le CERFA qui termine la saison très très bien, je dirais. 3-0 face à l'USR, 7-0 pour l'AS Gosier face au CA Marquisa, le CSM 3-0 qui bat ainsi le Racine, mais ça vous connaissez déjà, hein, c'est tout simplement le forfait. Le Sirocco qui a été battu par la Solidarité Scolaire de 3-2, 5-0 pour l'USBM face à la JSVH. Alors au classement, ce qui donne dans la poule A, la Gauloise, 49 points, l'Étoile 49 également, 48 points pour le Phare, la Jeunesse Évolution 45, le Stade Amantinois qui est 5e avec 39 points puis ferme la marche, l'Arsenal de Petit-Bourg 28 points. Dans la poule B, c'est la Solidarité Scolaire qui caracole en tête, 56 points, l'AS Gosier 53, le CSM 53, l'USBM 50, et puis ferme la marche, le Racing Club de Basse-Terre avec un total de 20 points. Alors quand on regarde justement le classement justement de la poule B, la Solidarité Scolaire 56 points, l'AS Gosier 53 et le CSM 53. Alors on peut dire quand même que ces équipes-là peuvent se trouver carrément dans les playoffs. Ah oui, non, oui, j'ai compris maintenant vos cas. Oui, d'accord, non, oui, donc oui, mais c'est la règle, c'est les deux premiers, le tirage. Vous vous rendez compte? Oui, le tirage au sort a déterminé ces équipes-là dans la même poule. De l'autre côté, on a Phare, on a Gauloise et l'Étoile et Jeunesse. L'étoile. Mais dans toutes les cas de figure, je reprends le tirage au sort. L'année dernière, ça s'est passé par rapport au classement de l'année dernière. On avait dans les 4 premiers AS Gosier, CSM, voilà, c'est les 2 premiers des 4 premiers, et de l'autre côté Jeunesse et Phare. Oui. C'est pour ça, hein, voilà, nous on a l'équité, on l'a respecté, il y avait 4 premiers l'année dernière, il y en a 2 dans la poule B et 2 dans la poule A. La Solidarité Scolaire a renforcé son effectif et vient prendre la place voilà. Alors, donc, la 18e journée, on va voir les différentes rencontres concernant cette dernière journée. La Juventus de Sainte-Anne qui va recevoir la Gauloise, Red Star Arsenal, la Jeunesse Évolution qui reçoit l'Amicale de Marie-Galante, le Stade Amantinois, qui va accueillir l'Étoile de Mornalo et le Phare, qui en fera de même sur sa pelouse pour le Sporting, justement, le Sporting de Memaro. Et puis dans l'autre poule, la poule B, la Solidarité Scolaire face à l'USBM, c'est un match qui vaut quand même le détour. Et puis le Racine qui va recevoir le Sirocco, le CA Marquisa, le CSM, l'USR, l'AS Gosier, Jeunesse, la JSVH face au CFA. Et puis justement, j'ai eu un dirigeant du Racine qui me disait que pour ce match-là, l'équipe du Racine va recevoir le Sirocco. On verra si effectivement cette équipe du Racine va véritablement jouer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne viennent pas à l'entraînement. Ça, c'est encore un gros problème, ça. Oh, oui, c'est un problème. Mais les joueurs, quand ils ont des... Bon, sauf à ce qu'ils soient des joueurs particuliers, quand ils ont des matchs qui sont convoqués, même s'ils ne viennent pas à l'entraînement, s'ils sont convoqués, ils viennent jouer. Bon, c'est le mental, c'est qu'ils doivent flancher mentalement, parce qu'ils se sont fait larguer, et puis pour eux, ils n'ont pas d'intérêt de venir. Donc franchement, oui. Normalement, s'ils ne viennent pas, ils sont obligés de venir pour la dernière journée. Sinon, non, mais là, ils reçoivent. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils vont recevoir, le moins important, ils vont recevoir. Il y a des équipes qui reçoient et qui peuvent déclarer forfait. Qui peuvent déclarer forfait aussi. C'est arrivé. Il y a des forfaits. Alors, il y a des forfaits déclarés, il y a des forfaits constatés. On a eu un forfait constaté. Mais c'est un forfait constaté, pas déclaré. Pas, entre guillemets, organisé, prévu. Parce qu'il y a eu ce cas-là aussi avec l'USR sur un match, je crois. L'USR a eu un forfait déclaré. Mais ça a été le forfait déclaré aussi pour le Racing face au CSM. Ça a été déclaré. Oui, non. D'accord. Non, mais il y a, non, forfait. Non, je dis forfait déclaré et forfait constaté. D'accord.
Forfait déclaré pour le Racing, forfait constaté pour l'USR. C'est-à-dire qu'il y avait les officiels, l'USR n'avait pas averti qu'ils allaient faire forfait. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Il n'y en avait pas assez pour jouer. Donc il y a eu un forfait. Et la sanction, elle est la même dans les deux cas? La sanction financière? Hein? Financière, oui. 230 €, c'est ça? Oui, c'est les règlements financiers, ça. D'accord. Donc on ne peut pas... peut pas dire que c'est toujours possible, mais il y a un règlement financier, le forfait s'étend, c'est un coût. Jules Nonon, président justement de Moule Football Car, je disais que c'est un concept qui vise à avoir le foot d'une autre manière. Qu'est-ce que vous avez envie de prouver à travers cette organisation? Ben déjà, l'amour du football, l'amour et l'ambiance qu'on a connue depuis 2005. On était, comme je dis, l'amour du football, on jouait tous les dimanches à la Cour des Braves. Et parmi nous, il y avait un mari galantais du nom de M. Christian Simbert qui nous a invités à aller jouer au foot à Marie-Galante et passer un bon moment. Il a tellement bien choisi qu'il a pris quelques Brésiliens de Marie-Galante, les frères Pierre-Jean. Je salue Bruno et ses frères. Et là, nous avons pris une raclée, bon, 6-2 quand même, bon, mais c'est une raclée. Et suite à cela, nous, on a continué comme on avait l'habitude de faire. Après le foot, on jouait du quart. Et là, comme nous sommes du Moule, Robert Loison, Anzala, Madame Dupuis, les mailloleurs de Portland, fait que nous avons tenu la rue à Gérotte, au Marie-Galantais. Et à ce moment, ils nous ont demandé, mais au fait, qui nous azote? Et c'est là on a répondu, au fait, nous sommes Moule, nous avons joué football et nous avons fait car. Et c'est là qu'est né le Moule Football Car. Suite à ça, on les a reçus chez nous. Ils sont revenus nous donner une fessée. Alors, pour être concret, ce sont des anciens footballeurs, on peut dire ça comme ça, des anciens footballeurs qui veulent continuer à pratiquer leur discipline favorite, à savoir le football, évidemment. Et ça se passe autour d'un cas. Alors, c'est ça. Tous les dimanches, c'est une finale de Coupe du Monde. Les blancs contre les couleurs. Ça, c'est du côté de la Cour des Braves. Et donc, nous avons été Moule Football Car par rapport à une rencontre très, très amicale à Marie-Galante. Et suite à ça, on les a reçus, ils nous ont reçus. Mais suite à ça, on a été invités tous les 2 ans par le KL. C'est quoi le KL? Le KL, c'est une association de Marie-Galante. Alors, pour dire bien, c'est le Centre d'animation et de loisirs de Capesterre, le KL, qui est présidé par mon ami Hector Bessery. Donc, nous avons été, comme par hasard, les stars invités tous les 2 ans. Et ça se passait tellement bien qu'on a décidé de faire une vraie alliance, célébrer le fait de ces rencontres. La seule chose qui nous manquait, c'était une image, une figure charismatique. Et c'est à ce moment, lors d'une émission dans une radio du pays, Guadeloupe, on a entendu vraiment qui était Monsieur Feu, le professeur Yacine Bastaro. Et là, je suis parti et j'ai lu le livre « Forger son destin ». Je me suis dit, vraiment, c'est cette personne qui doit symboliser cette alliance, cette union, cet amour qui existe entre le Moule et Marie-Galante. Et c'est la raison pour laquelle on s'est permis, on a trouvé cette formule, un tournoi, Footeka, les 2M. Footeka, les 2M, et bien les 2M, c'est Marie-Galante et le Moule. Et qui a lieu, disons, chaque année. Hein. Alors, justement, on va... Non, les tournois, c'était tous les 2 ans. Mais ce tournoi célèbre officiellement l'union, l'amour qui existe entre le Moule et Marie-Galante. Donc, on fera le 26 et le 27 mai un tournoi qui sera en hommage à Yacine Bastaro, à Marie-Galante, à Capesterre. Okay. Donc, le Jacques Bad, Marc Banvard
et Hector Vestry. Nous sommes rencontrés, réunis chez Jacques Bad. Et Jacques Bad, qui étant le responsable du district de Marie-Galante, nous a dit, mais l'image, elle est belle. La figure Yacine Bastaro, c'est beau, mais qu'est-ce que ça va porter? Eh bien, justement, c'est un message qu'on va lancer aux jeunes. Monsieur Yacine Bastaro, juste pour parler de lui quelques secondes, Monsieur Yacine Bastaro, il a été sorti de l'école au cours primaire. Il avait 2 handicaps. Il était malvoyant et il était cloque, c'est-à-dire il avait une jambe plus longue que l'autre. Il a été sorti de l'école, il est allé, on l'a envoyé en agriculture, dans les terres les plus arides de Marie-Galante, au Galais. Il a été aussi un peu maçon, et cet homme a repris l'école, et il est devenu l'éminent, la sommité en chirurgie. Il était professeur en chirurgie. Ce monsieur a été un grand professeur guadeloupéen, grand professeur français, et même dans le monde. Donc, justement, quand on prend son bouquin qui nous sera offert, une cinquantaine sera offert par Madame Yvan Yacine Bastaro, c'est un exemple pour les jeunes. C'est vrai, fumer, c'est peut-être ça bon. Est-ce que vous allez, justement, dans votre organisation, est-ce que ces jeunes, justement, est-ce que vous allez les inviter? Est-ce que vous allez leur demander, justement, de participer à cette fête du football, en quelque sorte? Le 26 mai, au matin, nous aurons un tournoi des U15, le 26 mai. La finale des U15 se fera juste avant la finale des vétérans. Et nous aurons l'après-midi la finale des vétérans. Ça va se passer au stade José Bad. Et donc, ensuite, il y aura la fête, il y aura remise de trophées, remise de bouquins. Et le lendemain, nous allons mettre en hommage, nous allons justement braquer les projecteurs sur Yacine Bastaro et ce qu'il était. C'est-à-dire, c'est un monsieur quand même qui est né dans une case angolette, qui n'était pas très riche et qui est devenu ce qu'il est. Donc nous ferons une marche à 7h du matin, plus tard, des galets à la place de la ville, la place centrale de Capesterre. Ensuite, nous partirons en voiture pour aller déposer une gerbe au lycée Yacine Bastaro de Grandbourg. Et nous reviendrons l'après-midi pour un grand concert live. Je remercie Brigitte Zabarel qui a voulu participer avec son groupe Réel, un groupe de 7 femmes. D'accord. Alors, les dates qu'il faut retenir, c'est quoi? Les dates qu'il faut retenir, le tournoi le 26 mai et l'hommage le 27 mai. Et je dois te dire quand même que le grand concert live sera clôturé par M. Christian Laviso en quartet, qui a refusé notre contrat et pour venir en tant que Yacine Bastaro et Marie Galantet. Une bonne initiative, Teddy Fléau. Oui, une très très bonne initiative même, et qu'on encourage parce que on est resté trop longtemps, avec le Covid, je parle. C'est ça. Sans ces activités. On parle de ça comme si on était, je rappelle qu'on a eu 2 ans de Covid et qu'il faut que ça reprenne, et il faut que toutes les actions, toutes les initiatives, en tout cas tout ce qui s'agit du football et d'autres sports, on n'est pas fermé, mais il faut vraiment que les activités reprennent, que la vie reprenne, et ça passe par ce genre de choses. Et rappeler aux gens, pour qu'on ne puisse pas oublier nos grandes figures emblématiques, que des personnes comme ça puissent se mettre ensemble et organiser ce type d'événement. C'est ce qu'on demande. Au lieu pour nous, il faudrait que ça réveille encore plus de personnes qui ont œuvré pour le football. J'ai retenu des noms prestigieux justement dans cette équipe, dans l'équipe d'organisation, qui ont fait partie justement de la JSC. Jacques Bad, Banvard, Toto Bessery. Mais oui. Fumon. Ouais, Fumon, Sylvain, les 2 frères Fumon d'ailleurs. Ouais. Non, c'est vrai que ce sont nos grandes figures. Et là, ce jour-là, dans le tournoi des anciennes gloires, il n'a pas pu être là parce qu'il est blessé.
Michael Germain, mais on aura Dominique Moka sera le capitaine du MFK All-Star. Et là, justement, on verra le MFK All-Star. Jean-Baptiste est invité, mais bon, lui aussi, il a un petit souci. Jean-Baptiste de la Martinique. Non, Victor Jean-Baptiste est là, mais Jean-Baptiste Gassion, qui est avec nous aussi. Voilà. Mais Victor Jean-Baptiste, c'est un ami frère avec qui j'ai joué en Martinique. Mais il y aura quand même Steve Bizassen, il y aura, comment il s'appelle, Jean-Baptiste Gassion. Jean-Baptiste Gassion, il m'a marqué. Vous demandez aux gens justement de venir. On invite tous les Marie-Galantais, tous les Guadeloupéens à venir et les Martiniquais. On demande au monde de venir à Marie-Galante. Marie-Galante, ce jour-là, sera le centre du monde. Parfait. Voilà. Ben, c'est très bien. Alors, c'est une donc, terre de football. Teddy Fléau, puisque nous sommes au terme de cette émission, vous voyez que ça passe très vite. Hein. Oui. Alors, le mot de la fin, Teddy, concernant d'ailleurs ce championnat et puis surtout l'avenir de ce football guadeloupéen. Le mot de la fin, c'est qu'on puisse terminer comme on a commencé, c'est-à-dire qu'on arrive au bout et au terme de ce que nous avions prévu de cette compétition régulière là, le 21, qu'on reparte pour faire une belle fête pour ces playoffs, parce qu'on rappelle que les playoffs ou les playdowns, c'est quand même des matchs à enjeu, où là, le public, là, il y a vraiment de la tension, donc le public devrait répondre présent. Et que durant cette période, que des manifestations telles que celle qu'organise le Moule Football Car, dans un territoire aussi important pour nous que Marie-Galante, et un territoire où le football est un peu en train de se rebâtir, que ça puisse se faire dans tous les territoires, tous les coins de Guadeloupe. Et Jude Donon. Ben voilà. Encore une fois, je dirais au monde de venir. Après la Guadinina Connection, où j'avais invité le champion de la Martinique, la Samaritaine, et bien cette année, ça se passe à Marie-Galante. Et on va honorer Yacine Bastaro sur Marie-Galante, Rosan Girard et Joseph Vitalien pour le Moule. Le Moule, ce sera le 24 et le 25. Que des gars, Merci. Voilà. Je vous en prie. Très belle initiative de Jude Nonon, c'est bien. Et aussi, je pense que M. Fléau a éclairé la lanterne des téléspectateurs concernant tout et la fonction du football en Guadeloupe. Et juste, excuse-moi, je me permets, on va parler. Il me semble que la Coupe de la Guadeloupe n'est pas terminée. Non, oui, ça c'est important. La Coupe de la Guadeloupe n'est pas terminée. Oui. Elle est arrêtée au stade des quarts. Elle est arrêtée au stade des quarts de finale. Elle repartira pour refaire démarrer la saison dès le début de saison, à partir des quarts de finale. Et tout ça, ça sera dans la deuxième moitié du mois de juin. Non, en août. Pour pousser le démarrage de la saison, on redémarre par la Coupe de Guadeloupe 2021-2022 pour les matchs en jeu, matchs à élimination, donc pour qu'on puisse se préparer pour démarrer le championnat régulier, donc la Coupe reprend. Merci messieurs pour votre prestation justement dans cette émission. Merci aussi à nos amis téléspectateurs. Très bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle émission, un nouveau C'est le foot. Bonne soirée à tous. Bonsoir.